Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur 4D20 R9. Alors, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Cette session, en fait, a pour but de vous faire découvrir les dernières fonctionnalités de la dernière release, donc la dernière version R de 4D, des fonctionnalités sur lesquelles les équipes de 4D ont eu beaucoup de plaisir à travailler et nous pensons que vous allez prendre vraiment beaucoup de plaisir à les découvrir. Alors, ce webinaire, c'est le fruit d'un travail d'équipe, c'est-à-dire que de nombreuses personnes ont contribué à rendre cette session vraiment riche et dynamique avec de nombreuses démonstrations, vraiment très pertinentes pour illustrer ce qui est possible de faire avec 4D aujourd'hui. Alors, au menu aujourd'hui, nous vous proposons en entrée 4D Codely Pro, pour lequel nous avons pas mal de nouvelles et des démonstrations passionnantes à vous partager. En plat de résistance, nous explorerons les nouveautés pour les développeurs en nous plongeant dans les dernières améliorations apportées à l'environnement de développement 4D. Et puis, nous continuerons avec une nouvelle fonctionnalité de déploiement spécialement conçue pour macOS. Entre la poire et le fromage, nous verrons les nouvelles capacités de 4D View Pro. Et enfin, pour le dessert, nous terminerons avec une succulente partie sur l'IA pour 4D et la surprise spéciale du chef à la fin de ce webinaire. Tout au long de cette présentation, donc plusieurs démonstrations vous permettront de voir ces fonctionnalités en action et pour vous donner ainsi une vision plus claire, évidemment, de leur utilité et de leur potentiel. N'hésitez pas à poser des questions à tout moment de la présentation dans la section questions et réponses, pas dans le chat, mais dans dans la section questions et réponses. Et voilà, nous avons une salle comble d'intervenants côté 4D pour répondre à vos questions. Alors, sans plus attendre, passons à notre première partie. Chef Mathieu, c'est à toi. Merci, merci, merci. Alors bonjour à tous et comme nous l'a dit Bérangère, merci Bérangère, on va commencer par 4D Codely Pro. Alors, la dernière fois, nous vous avions annoncé que la phase de bêta de 4D Codely Pro était terminée, hein, donc 4D Codely Pro est prêt pour la production. Avec votre contrat 4D partenaire Silver, vous pouvez développer des pages Codely sans limitation et vous pouvez les déployer avec votre application 4D sur votre serveur 4D existant. Il faut que vous voyez cela comme un autre point d'accès pour vos utilisateurs finaux à votre application. Vous leur fournissez déjà des formulaires desktop dans votre application client-serveur et maintenant vous pouvez simplement leur proposer des pages web modernes, responsives et votre logique métier, votre code restent les mêmes et vos données, elles restent également les mêmes. Alors, si vous avez un projet et que vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre Customer Success Team qui est dédié à Codely. Ils ont toutes les réponses pour vous à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Aujourd'hui, il ne faut pas que vous soyez surpris. On aura, comme l'a dit Bérangère, de nombreuses démos de fonctionnalités 4D qui vont être illustrées par des pages Codely. Ça signifie tout simplement que les pages Codely sont juste un autre type de formulaire, tout comme vos formulaires desktop. Votre code 4D, il peut être utilisé, il peut être actionné avec les deux types de formulaires. Voilà, s'il y a une chose à emporter avec vous après ce webinaire, c'est bien celle-là. Donc, vous avez à l'écran l'adresse pour réserver un petit moment avec notre Customer Success Team avec IUBC. Voilà, je passe à la suite. Sur 4D Codely Pro, donc, évidemment, bien qu'il soit prêt pour la production, notre travail n'est pas terminé. Nous améliorons continuellement 4D et aussi 4D Codely Pro. Je voulais aujourd'hui vous donner un aperçu sur deux fonctionnalités importantes, alors qu'on ne livre pas avec 4D20 R9, mais qui seront livrées prochainement, hein, qui sont importantes et qui sont en ce moment en cours de développement. La première, ce sont les événements Horda, qui sont attendus depuis déjà quelques temps. Et donc, ces événements, vont vous donner un contrôle absolu sur le cycle de vie de vos entités. Alors, ils iront, plus loin que les triggers qu'on a aujourd'hui en code classique. Et ils vont s'intégrer parfaitement dans vos data class Horda. La deuxième fonctionnalité qui concerne 4D Codely Pro, c'est la localisation. C'est le support du multilinguisme. C'est une fonctionnalité importante
On est en plein travail sur ce sujet-là et on travaille vraiment pour en faire un moyen efficace et convivial d'internationaliser n'importe quelle application 4D Code Pro et de s'assurer que aussi votre mise en page, la mise en page de vos pages, accueille sans problème plusieurs langues. Voilà, alors on ne détaillera pas tout ça aujourd'hui, on attendra les prochains webinaires, mais justement, restez à l'écoute sur ces deux grosses nouveautés à venir. Je continue sur 4D Code Pro. Une autre bonne nouvelle, c'est que Thomas Moll va bientôt organiser un webinaire gratuit qui durera une quarantaine de minutes afin de vous montrer comment comme il est simple et rapide d'ajouter des formulaires web à votre application 4D, grâce à 4D Code Pro évidemment. Donc rendez-vous le 10 juillet à 9h30 pour les matinaux ou à 17h30 pour les moins matinaux. Voilà. Mais vous n'avez pas envie de rater cette session, je pense. Alors, avant de passer à d'autres sujets, on vous a bien sûr présenté une petite démo. 4D Code Pro fournit déjà de nombreux éléments graphiques, des éléments d'interface graphique, mais la technologie Codely vous permet également de créer les vôtres. Alors pour cela, il vous faudra avoir quelques compétences React.js, bien entendu, mais vous pouvez déjà bénéficier de composants personnalisés que nous partageons sur GitHub. Alors retenez bien que la technologie Codely vous permet en fait d'étendre votre interface utilisateur comme bon vous semble. Et si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, j'en appelle encore une fois à notre Customer Success Team dédié sur le sujet. Ils pourront vous aider à l'utilisation ou pour vous expliquer comment on fait pour développer ce genre d'extension, ce genre de composants personnalisés. Voilà, on vous mettra là dans le chat le lien vers le repo GitHub qui contient ces composants personnalisés. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager une démo rapide pour vous montrer la simplicité de l'affaire, à quel point il est facile d'utiliser un de ces composants personnalisés dans votre projet. Je vais vous montrer dans cette petite démonstration l'usage des composants personnalisés avec Codely Studio. Alors, pour l'exemple d'aujourd'hui, là j'ai récupéré quelque part la position, un petit fichier JSON là, avec la position des Space Invaders, donc essentiellement dans Paris. Hein. J'ai créé une structure dans laquelle j'ai retrouvé le nom, l'identifiant, latitude et longitude, et un bout de programme qui va charger tout ça dans ma base de données. Donc j'exécute, et puis je vais aller regarder dans l'explorateur de données que j'ai bien mes Space Invaders avec leur latitude et longitude. Voilà, très bien. Alors, on va aller dans Codely Studio. Voilà. Et je vais commencer par créer une page où je vais juste visualiser ici le contenu de ma base. Donc, je vais l'appeler Invaders List. Voilà. On va faire un tout petit peu de mise en forme, mais c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui. Là, je vais les afficher sous forme de data table. Et pour cela, je vais donc créer ma liste d'invaders, enfin, mon entité sélection d'invaders. Voilà. Que je vais associer à ma liste. Et puis dans cette liste, on va afficher tout bêtement l'identifiant, le nom, la longitude et la latitude. Voilà, on va aller très vite, on ne va pas s'éterniser sur le sujet. Vous voyez qu'en faisant ces quelques actions, voilà, j'ai ma liste ici qui est affichée. Bon, c'est sous forme de liste, mais comme j'ai des latitudes et des longitudes, j'ai envie d'aller les afficher tout ça sous forme de carte. Donc je vais dupliquer ma page. Et voilà, je vais l'appeler map. Donc on ne parle plus d'invaders list, on parle d'invaders map. Et je vais supprimer cette liste.
Et là, je vais avoir besoin d'une carte. Donc, on voit que dans la liste des composants ici, je n'ai pas de map. Et donc, je vais aller uploader un composant map. Alors, quand vous cliquez sur le bouton pour uploader un composant personnalisé, on vous indique ici comment créer le vôtre. Là, vous aurez un lien vers la documentation si vous faites un peu de React. Mais là, on va aller utiliser un composant tout prêt. Et donc, il suffit d'aller sur github/codely/custom component. Et ici, on va trouver tout bêtement le composant map. Vous allez retrouver sa documentation, mais on va surtout aller télécharger la dernière release ici. Voilà. Comme j'ai téléchargé ce petit fichier, je vais pouvoir le charger dans le studio. Le studio recharge. Et maintenant, dans ma liste, je me retrouve avec ces deux nouveaux composants. Je vais glisser la multimap. On va ici la mettre un tout petit peu en forme. Voilà. Et on va lui associer une code source, voilà, même que tout à l'heure, invaders, ici. Et pour la longitude, on va indiquer longitude, et pour la latitude, on va indiquer latitude. Voilà. Le tooltip qui apparaît, on va lui donner le champ name, et pour le zoom, on va zoomer à un niveau, on va dire 50 peut-être, voilà. On va montrer tous les marqueurs, et group distance, on va le baisser, voilà, parce qu'ils sont très resserrés. Là, on va voir que d'ailleurs, ils vont apparaître prégroupés. On va pouvoir customiser ici l'icône, on va prendre une petite fusée, voilà. Donc là, déjà, si je fais la prévisualisation de cette page, voilà, je vois que j'ai mes Space Invaders qui sont tout de suite sur la carte. Voilà. Voilà. Alors, on va rajouter une petite finesse. Je vais rajouter peut-être en hauteur ici un petit champ de texte. Invader. Selected Invader. Voilà. Name. Et puis ce champ name ici, on va aller l'affecter. On va faire une sélection courante là. Une sélection Invader. None. Voilà. Donc en fait là, je vais avoir une entity cette fois-ci, pas une entity sélection. Dont je vais afficher le nom ici. Je vais enlever ça. Voilà. Et puis, pour ma carte, je vais dire que l'élément sélectionné, c'est Invader. Donc là, ce qui va se passer quand je vais prévisualiser, ben, c'est que, voilà, j'ai ici, quand je vais cliquer, je vais avoir l'invader, le nom de l'invader qui s'affiche. Voilà. Ok. Donc, je vais vous montrer maintenant un autre composant personnalisé. On va imaginer que je veux faire plutôt une page d'accueil, main, que sur cette page d'accueil, on va la titrer My Space Invaders Map. Voilà. Ce titre-là, on va le centrer, on va le décorer un peu. On va dire 30. Et là, on va faire un page loader ici. Excusez-moi, je vais un peu vite. Sur ce page loader, par défaut, on va lui dire qu'il affiche la liste. Donc là, voilà, j'ai ma liste. Et on va rajouter un menu. J'aimerais bien avoir un petit pop-up menu ici pour passer de la liste à la carte. Donc je vais retourner sur mes custom components. Et en fait, il y a un composant qui correspond bien, qui est le popover ici. Bon, c'est pareil, vous allez retrouver ici la documentation. Mais grosso modo, c'est le même principe. Je le télécharge. Ici, je vais aller dans l'icône pour les charger.
Voilà, on va recharger le studio. Ce pop-over, maintenant il apparaît, et donc je vais pouvoir ici le glisser. Voilà. Alors on peut le décorer, hein. On va lui donner ici des bords arrondis, on va lui donner un background plutôt bleu, voilà, et on va dire que le texte est blanc, et on va l'appeler My Menu, voilà. Et en fait, ce pop-over, le principe, c'est que vous pouvez afficher le menu qui va popper. Alors on voit que là, il sort un peu, c'est parce qu'il est centré par rapport au menu, au titrage du menu, mais on va dire qu'en fait, il va apparaître comme ça en bottom left. Donc là, voilà, il s'aligne. Là, j'ai une entrée dans mon menu qu'on va appeler list, et on va dupliquer cette entrée, hop, et on va l'appeler map. Voilà. Et ici, tout bêtement, sur cet élément, on va mettre un événement de navigation sur clic qui va afficher la liste, donc la page liste, dans le loader qui est en dessous. Et puis pour aller vite, je vais copier cet événement, je vais cliquer sur mon élément map et je vais coller cet événement. Voilà, donc je le retrouve. Et tout ce que j'ai à changer maintenant, c'est map. Voilà. Pour un peu plus de clarté, je vais changer les curseurs. Voilà, je peux chercher ici la propriété curseur du composant. On va lui dire que c'est un pointeur. Et là, pareil, on va dire que c'est un pointeur et que c'est un pointeur. Et puis globalement, le menu, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus large. Et ça, c'est les goûts et les couleurs. On va lui donner une largeur de 400. Voilà, comme ça, il apparaît en plus grand. Vous pouvez après faire plein de choses. On peut lui donner un peu de transparence, par exemple. On peut faire voilà, pas mal de choses. Allez, on va s'amuser. On va lui donner un tout petit peu de transparence. Voilà. Et puis, on peut lui donner un border pour mieux le voir. Voilà. Voilà, maintenant je vais pouvoir dire que je veux plus qu'il s'affiche dans mon menu d'édition, dans mon canvas d'édition, et puis je vais pouvoir exécuter maintenant. Voilà, et là donc j'ai mon menu, je peux passer de la carte à la liste, et voilà. Bon, c'était tout pour cette démo. L'idée c'était de vous montrer que Codely Studio, il y a matière à l'étendre avec des composants personnalisés. On vous en propose déjà une bonne série, mais tiens qu'à vous, si vous avez un besoin en particulier, vous ne serez pas bloqué par la bibliothèque de composants qui est fournie directement par le produit. Si vous avez des compétences en React, ou si vous contactez notre Customer Success Team, on pourra vous aider à développer des composants vraiment personnalisés et qui correspondent à vos besoins. Merci beaucoup. Et on va passer aux nouveautés pour les développeurs. Et Bérangère, je te passe la main. Merci Mathieu. Alors, nous allons commencer ce tour sur les nouveautés pour le développeur avec le composant KDE NetKit. L'objectif du composant a toujours été en fait de faciliter l'intégration de O2, de Google, de Microsoft 365 dans vos applications 4D. Pour cela, le composant intègre un mini serveur web interne pour gérer pour vous les requêtes entrantes des services O2. Mais si vous avez déjà un module web sur votre application 4D, ce serveur web supplémentaire n'est pas forcément très utile. La bonne nouvelle, c'est qu'avec 4D 20R9, vous pouvez maintenant recevoir les réponses O2 sur votre serveur web principal. Donc, il n'est plus nécessaire de compter sur le serveur web interne du composant NetKit. Alors, comment ça fonctionne? En fait, si l'URI de redirection que vous avez défini, comme dans l'exemple de code qu'on voit à l'écran, donc si l'URI de redirection correspond au numéro de port de votre serveur web principal, ou si vous ne spécifiez pas du tout de numéro de port, comme c'est le cas ici, alors NetKit utilisera automatiquement votre serveur web pour les retours de réponse.
Si le numéro du port est différent, alors c'est le serveur web interne de KDNetKit qui prendra le relais, comme c'était le cas d'ailleurs jusqu'à présent. Alors pour que cela fonctionne, il faudra configurer une route dans le fichier http handlers.json. Alors en quoi est-ce que cela peut être utile? Eh bien en fait, ça simplifie grandement votre configuration et vous n'avez plus à vous soucier de la gestion d'un nouveau serveur, d'ouvrir des ports différents, etc. Donc vous gardez le contrôle total avec la prise en charge du HTTPS et du domaine pour ainsi éviter d'exposer un serveur web inutilement. Donc en clair, c'est plus simple et plus sécurisé. La deuxième grosse nouveauté pour 4D NetKit, c'est des avancées sur la gestion des calendriers Google et Microsoft 365. Donc, dans 4D 20R9, de nouvelles fonctions sont apparues dans le composant 4D NetKit pour vous permettre d'intégrer vos calendriers Google et Microsoft directement dans vos applications 4D. Cela veut dire que l'on peut donc facilement s'authentifier via Out2 et récupérer les calendriers et leurs événements. Ainsi, vous pourrez créer des interfaces de listing des événements, faire de la planification, gérer les rappels, pourquoi pas. Le principe, c'est que nous avons rendu l'API en fait aussi homogène que possible pour les deux plateformes. Donc, ça vous permet de gagner quand même du temps et de réduire la complexité pour l'appel à ces API tout en garantissant la sécurité et l'évolutivité de votre code. Alors, c'est que le début, c'est-à-dire que, il va y avoir une extension de ces fonctionnalités pour améliorer encore l'intégration des calendriers et avoir encore plus de possibilités donner encore plus de possibilités pour vos développements 4D. Une petite démonstration. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, cette fonctionnalité va être démontrée à l'aide d'une page Codely. On sait très bien, et c'est vous les experts, que vous pourriez faire cela les yeux fermés sur un formulaire 4D sans aucun problème. Euh, mais cette fois-ci, on voulait justement changer un petit peu les choses. Alors, ne paniquez pas. Ce que Fabrice s'apprête à vous montrer est vraiment du pur code 4D. Simplement, l'affichage des données se fera dans une page Codely. Donc, pas de langage bizarre, pas besoin d'apprendre les runes anciennes, juste le même code 4D que vous connaissez et que vous aimez. Donc, c'est vraiment ce que nous voulions souligner en fait aujourd'hui dans les différentes démonstrations. Vous gardez votre logique 4D existante et vous la réutilisez directement dans une page Codely. C'est facile, propre et sans prise de tête. Alors, Fabrice, eh bien, c'est à toi pour cette belle démo. Bonjour à tous. Dans cette démo, on va récupérer le calendrier d'un utilisateur connecté à son compte Microsoft grâce à 4D NetKit, qu'on affichera ensuite dans un calendrier dont l'interface est créée à l'aide de Codely Studio. Donc tout d'abord, comme d'habitude, on lance l'interface d'authentification OAuth2, ce qui va nous permettre de nous connecter au compte dont on veut afficher le calendrier. Maintenant que nous sommes authentifiés, allons voir le debugger et comment récupérer les événements du calendrier associés à ce compte. Pour ça, on utilise la nouvelle fonction calendar.getEvents qui récupère tous les événements liés à un calendrier. Ici, dans les paramètres, on définit la période que l'on veut récupérer avec la date de début ici et la date de fin. Lorsqu'on exécute la ligne, on obtient la liste des événements où on retrouve la date de fin, le sujet et la date de début dont on se servira pour afficher le calendrier. Attention, comme les événements sont paginés, il faut bien vérifier qu'on les a tous reçus à l'aide de l'attribut isLastPage. Ici, on voit que isLastPage égale à faux, donc on ne les a pas tous reçus. Du coup, on utilise la fonction next pour charger la page suivante et récupérer les données qu'on va ajouter à la liste d'événements qu'on a déjà. Là ici, je revérifie qu'on a la dernière page. On voit que c'est bien la dernière page. Et donc, il ne nous reste plus qu'à renvoyer tous ces événements
à l'interface utilisateur. Et voilà, notre calendrier rempli avec les événements de la semaine grâce à 4D NetKit et seulement quelques lignes de code. Merci à tous et à bientôt. Passons maintenant au sujet du gestionnaire des dépendances, que l'on appelle aussi parfois le Component Manager. Ce gestionnaire de dépendance continue son évolution, et c'est encore le cas, bien sûr, en 4D 20R9. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire en sorte que les composants utilisés dans votre projet qui sont hébergés sur GitHub peuvent suivre la version de 4D que vous utilisez pour votre application. Plus besoin de faire les vérifications manuelles, plus de risque de se tromper de version, de revenir, de mettre à jour votre composant, etc. 4D sélectionne automatiquement la bonne version du composant en fonction de la version de 4D que vous utilisez. C'est le cas notamment avec certains composants publiés par 4D qui utilisent déjà ce système, comme le composant 4D Pop. Le plus beau dans tout ça, eh bien, c'est que vous pouvez faire la même chose avec vos propres composants. Pour cela, il vous suffit de suivre les mêmes conventions de marquage avec les tags sur GitHub, aussi bien pour les versions LTS de 4D que pour les versions R Release. Vos composants s'intégreront donc de manière transparente dans la logique de mise à jour. En bref, vous vous concentrez sur la création de fonctionnalités intéressantes et le gestionnaire de dépendance veille à ce que tout reste compatible. Parlons maintenant d'une amélioration majeure pour faciliter la vie des développements de composants. En fait, jusqu'à présent, travailler sous ses propres composants, ça impliquait de basculer constamment entre l'environnement hôte, l'environnement du composant, de recharger le projet, d'avoir une copie du projet, etc., de redémarrer juste pour pouvoir tester des petites modifications faites dans votre composant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec 4D20R9, vous pouvez désormais modifier et débugger les méthodes et les classes des composants partagés directement à partir de votre projet hôte. Alors, il faut bien sûr, la petite condition, est que le composant doit inclure son code source, même s'il est compilé. Cela fonctionne également dans une configuration client-serveur tant que vous activez le mode développement et que vous avez bien sûr un accès en écriture au fichier du composant. C'est vraiment un grand pas vers une expérience de développement 4D plus fluide, bien sûr plus moderne et plus productive. Mais ce n'est encore une fois qu'un début, puisque bientôt, vous pourrez gérer encore plus certaines parties de votre composant, comme par exemple les formulaires, directement à partir du projet hôte. Allons voir cela dans une démonstration. Mathieu, c'est pour toi. Alors, dans cette démonstration, je vais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité introduite dans 4D20 R9 qui permet aux développeurs de modifier directement le code source d'un composant depuis la base ou l'application hôte. Alors, je vais d'abord vous montrer un composant simple. Je vais le lancer avec 4D20 R9 et voyons ce que contient le composant. On y trouve 4 méthodes. Et je vais en exécuter une, juste pour vous montrer à quoi cela ressemble quand le code est lancé. Cette méthode, elle permet de définir des paramètres d'impression et de les enregistrer pour une utilisation ultérieure. Je vais m'arrêter là, on ne va pas aller plus loin. On va annuler et quitter l'application. Alors, là ici, on voit le dossier source du composant. Je vais maintenant ouvrir une autre application juste à côté, et en fait, il s'agit d'une application vide. On va l'utiliser comme application hôte. Donc, je dois d'abord installer le composant. Je vais dans les dépendances du projet et j'ajoute ce composant en tant que composant local. Voilà. On va redémarrer l'application. Le composant apparaît bien ici et regardons la liste des méthodes exposées par le composant à l'application hôte. Elles sont bien toutes présentes. Observons maintenant l'exécution d'une méthode de ce composant. Donc, je crée une nouvelle méthode dans le projet hôte et je vais y appeler une méthode du composant.
On exécute la méthode et le comportement est le même. Alors imaginons maintenant que je veuille modifier ce composant. Je peux simplement faire un clic droit, aller à la définition. J'arrive sur la méthode du composant et je peux la modifier. Par exemple, je peux ajouter la date. Ou par exemple, on va remplacer Please define your print settings par Please name. Je ferme, je relance. Alors on peut voir que la modification a bien été faite directement dans le composant et elle est immédiatement reflétée dans son comportement. On peut également double-cliquer sur n'importe laquelle de ces méthodes pour ouvrir la méthode du composant et la modifier, y compris ses propriétés. Cette fonctionnalité, elle est uniquement disponible en mode projet, donc pour les applications comme pour les composants. Donc pour celles et ceux qui utilisent encore le mode binaire, il vous faudra, pour en profiter, d'abord convertir vos projets en mode projet pour pouvoir en bénéficier. Un autre point important, cette fonctionnalité, elle n'est pas limitée à une utilisation locale. Vous pouvez aussi en profiter dans un environnement client-serveur. En mode projet, rappelez-vous, vous pouvez activer le mode développement via la boîte de dialogue de connexion, ce qui vous permet de partager le code source et d'éditer les contenus. En faisant cela, vous retrouverez le même comportement, même en développant client-serveur. Voilà, c'est tout. Je passe maintenant la main à Basma pour les autres fonctionnalités du développeur. Merci Bérangère, salut tout le monde. Bon, avec 4D20R9, on ne se contente pas d'ajouter des fonctionnalités, mais plutôt on transforme votre façon de coder et de maintenir vos projets. Commençons par les avertissements de dépréciation. Pour la première fois, 4D vous signale automatiquement l'utilisation d'éléments de langage obsolètes, commandes, constantes, etc., dès que vous les utilisez. Plus besoin de deviner si votre code est dépassé. Vous pouvez toujours les taper manuellement, bien sûr, mais la complétion de code ne vous les proposera plus, ni dans l'éditeur 4D, ni dans Visual Studio Code. C'est un message clair qu'il est temps d'avancer. On a aussi étendu la command name pour vous permettre de vérifier par code si une commande est dépréciée. Donc, vous pouvez enfin auditer et moderniser vos bases de code en toute confiance. Ce changement n'est pas là pour casser vos projets, mais pour les faire évoluer vers un code plus propre, plus prenne et bien sûr aligné sur les meilleures pratiques 4D. Et si vous avez besoin de temps, vous pouvez toujours désactiver ces avertissements dans les paramètres de compilation. Bien sûr, vous gardez la main, on vous donne juste de meilleurs outils. Passons aux étiquettes ou bien labels. Le Label Wizard de 4D20R9 a été sérieusement amélioré en termes de simplicité et de sécurité. Désormais, un bouton et une option de menu formule vous permettent d'insérer des formules directement dans vos modèles d'étiquettes. Vous pouvez dessiner la zone, écrivez votre formule dans l'éditeur de formules, validez et c'est terminé. C'est assez fluide, rapide et intuitif. Et si vous avez besoin de modifier plus tard, un double clic suffit. Mais le vrai gain est là. On ne fait pas que vous faire gagner du temps, mais plutôt on protège votre logique. Et c'est grâce au filtrage intégré de commandes de l'éditeur de formules. Les commandes et les méthodes non autorisées sont bloquées à la source, empêchant l'exécution de formules potentiellement malveillantes. On peut dire que c'est une sécurité native automatique sans aucune charge supplémentaire et on va avoir des étiquettes fiables et bien sûr un développement simplifié. Parlons maintenant de TCP. Dans la version précédente 4D20R8, on vous a donné TCP Connection pour gérer des connexions côté client. Mais ce n'était que la moitié de l'histoire. Avec TCP Listener, vous pouvez désormais créer des serveurs TCP complets directement dans 4D. Gérer les connexions entrantes, les événements, les erreurs, tout.
Encore mieux, les classes TCP Connection et TCP Listener partagent une structure unifiée. Autrement dit, les mêmes classes et la même classe TCP Connection gèrent à la fois les connexions clients et serveurs. Donc, moins de complexité mentale et plus de code réutilisable. Maintenant, vous pouvez définir simplement vos callbacks on connection, on data, on error. Et si vous avez une application TCP complète, et je veux dire, à la fin, vous allez avoir une application TCP complète et bien sûr, surtout native. Ce duo vous donne le contrôle total pour créer des applications client-serveur sur mesure avec moins de duplication et un maximum de flexibilité. Je peux dire que c'est une avancée majeure et une alternative moderne aux anciennes commandes 4G Internet Commands. Maintenant, voyons cela plus en détail avec une démo avec Nicolas. Bonjour à tous. Pour le dernier webinaire, je vous avais fait une démonstration de tout ce qu'on pouvait faire avec les TCP Connection en utilisant ce HDI qui a été mis à jour pour cette version pour inclure les TCP Listener. Aujourd'hui, je vais rentrer beaucoup plus dans l'aspect technique parce que les TCP Listener permettent de développer des serveurs TCP, ce qui est somme toute plus compliqué que juste une connexion. Et donc, je vais faire en sorte de rentrer un peu plus dans le code. Pour commencer, je vais vous présenter le blog post, notamment ce schéma que je trouve extrêmement pratique. Je vais vous le centrer un peu mieux. Voilà. Donc, ce schéma montre le fonctionnement des TCP Listener. Donc, vous voyez là à droite votre serveur TCP sur lequel 4D tourne. Ça n'a pas à être un serveur 4D, hein. Ça peut être un client 4D qui écoute sur un port pour recevoir des connexions TCP. Et là, un client TCP quelconque qui veut se connecter à ce serveur. Comme vous pouvez le voir, au moment où le client fait sa connexion, la classe TCP Listener est appelée, notamment au niveau de son callback onConnection. Ce callback retourne un objet d'option qui va être utilisé pour créer une TCP connection. Et à partir de ce moment-là, cette application client va communiquer en permanence avec cette TCP connection de la même manière que quand vous vous connectiez avec une TCP connection vers un serveur distant. Je vais donc reprendre un petit peu le code du HDI. Donc là, hop, je vous présente le code du serveur. Donc j'ai une classe que j'ai appelée House Device Server, vu qu'on parle de domotique. Et cette classe, comme vous pouvez le voir, elle a effectivement un TCP Listener qui est initialisé d'entrée de jeu pour écouter sur un port qui est passé en paramètres. Et ce TCP Listener est initialisé avec la classe House Device Server comme option, donc ça me permet d'avoir tous les callbacks dans la même classe. Et donc notamment le callback qui est extrêmement important, c'est le callback onConnection. Donc vous pouvez voir que ce callback retourne un House Device Server Connection. Le House Device Server Connection, c'est tout bonnement une option qu'on peut utiliser pour des TCP Connection. Comme vous pouvez voir, tous les callbacks classiques des TCP Connection, onConnection, onShutdown, onData, onError et onTerminate sont renseignés. Et donc, en fait, quand une connexion va atteindre le port, une connexion TCP va arriver sur ce port, le port du TCP Listener, le callback onConnection va être appelé, le result, donc le retour, va être un objet option qui va être utilisé pour créer une TCP connexion,
Et directement là, eh bien, dans les méthodes, dans les fonctions, je veux dire, qui vont être passées à la TCP connexion, eh bien, on peut implémenter la communication avec le client distant. Donc c'est tout simple. Une petite particularité au cas où, c'est qu'on peut aussi choisir de ne pas retourner de résultat, par exemple de retourner nul, dans le cas où on refuse la connexion, quelle que soit la raison. Dans le $event, on peut par exemple vérifier l'adresse IP, le port, pour avoir des informations et peut-être interdire certaines adresses IP ou certains ports. Voilà, je pense que ça fait le tour de la fonctionnalité donc, du TCP Listener. Et j'espère que ça vous suffira pour pouvoir l'implémenter de votre côté. Dans tous les cas, vous avez le HDI qui est disponible sur le dépôt 4D, auquel vous pouvez accéder directement via le blog post. N'hésitez pas à vous en inspirer ou même à coller certains de mes morceaux de code. Je pense que ça vous aidera beaucoup. Merci à Nicolas pour cette super démo. Et passons à l'une des évolutions les plus importantes de 4D 20R9. La manière dont $4D interagit avec les zones web intégrées, web areas. Avant, pour exposer $4D signifiait exposer toutes vos méthodes projet, avec les risques que cela implique en termes de sécurité et de design. Par contre, aujourd'hui, vous avez le contrôle. Grâce à la nouvelle commande WA7context, vous définissez précisément quelle fonction JavaScript peut appeler, soit via des méthodes de classe, soit via des méthodes projet spécifiques. Vous allez avoir une structure plus claire en créant une classe WA-Functions avec des méthodes définies comme .next, .previous et bien sûr .current, avec plus de contrôle vu que seules ces méthodes sont exposées dans votre web area. Et une meilleure sécurité parce qu'il n'y a aucun accès involontaire à d'autres parties de votre code. Vous pouvez aussi exposer des méthodes projet spécifiques via un objet contexte basé sur une formule. Et bien sûr, JavaScript appelle ce que vous voulez et uniquement ce que vous voulez. Aucun effet secondaire, aucune surprise. Comme ça, c'est plus modulaire, plus sûr et bien sûr plus facile à maintenir. Alors, les applications web modernes, elles nécessitent souvent des interactions sécurisées avec des systèmes tiers. Alors, par exemple, pour valider une adresse email, quand on crée un compte utilisateur, hein, par exemple, il est courant d'envoyer un message, mais un email, contenant un lien sur lequel l'utilisateur doit cliquer depuis son client de messagerie pour confirmer l'existence de sa boîte mail. Et dans ce cas, vous ne contrôlez ni le client de messagerie, ni le navigateur web qui seront utilisés. D'autres cas d'usage incluent des interactions avec des API spécifiques, impliquant des redirections, des callbacks vers votre application, ou encore plus simplement le besoin, par exemple, pour un utilisateur de passer d'un appareil à un autre, d'un device à un autre, via un lien que vous générez. Avec 4D20R9, nous avons introduit une fonction CreateOTP sur l'objet session pour gérer ce type de scénario de manière sécurisée. Vous avez un exemple à l'écran. Il vous suffit de créer un code à usage unique, un OTP, One Time Passcode, lié à une session spécifique. Cet OTP, il peut être intégré dans une URL que vous générez pour l'utilisateur ou utilisé dans une callback. Lorsque cette URL est utilisée, lorsqu'elle est consommée, 4D serveur, 4D web server va retrouver en toute sécurité et tout seul la session d'origine, et ceci sans utiliser de licence supplémentaire. Bien entendu, cet OTP, comme son nom l'indique, il ne peut être utilisé qu'une seule fois. Alors, cela améliore la sécurité en évitant les risques d'attaque de type man in the middle. Ça garantit une continuité dans l'expérience utilisateur, même dans le cadre de process complexes en plusieurs étapes. Alors qu'il s'agisse donc d'un clic dans un email de validation ou d'une callback depuis une application externe, vous pouvez désormais restaurer en toute sécurité la session web d'origine sans exposer d'identifiants ou de données sensibles ni consommer de licences supplémentaires.
Alors, ça va mieux avec un exemple et avec une démo. Je vais vous partager la démo de Marie-Sophie. Cette démo montre comment générer un OTP, One Time Passcode, pour une session et comment une session web peut être récupérée grâce à cet OTP. Je vais faire une démo très simple avec une page 4D Codely Pro pour vous montrer cela. Donc j'ouvre d'abord 4D Codely Pro et j'ai préparé une page démo que j'ouvre. Sur cette page, on a simplement un titre, deux composants texte et un bouton. Je vais tester rapidement la page avant de commencer. Voilà, donc elle fonctionne bien, on peut continuer. Donc, quand on clique sur le bouton, une fonction est appelée et c'est la fonction Authentify de la classe Datastore. Donc si on va voir le code de cette fonction, donc j'ouvre la classe Datastore, donc la fonction est là. Cette fonction Authentify, c'est le point d'entrée dans une application pour authentifier les utilisateurs. C'est pourquoi des privilèges sont placés dans la session en appelant la fonction setPrivilège. Pour cette démo, je n'ai pas besoin de privilèges spécifiques, je me contente de mettre dans la session une liste de privilèges vides. Vous trouverez plus de détails sur l'authentification et les privilèges sur le blog, donc par exemple dans ce blog post-là ou dans celui-ci. Et il y aura des démonstrations plus complètes qui vont venir sur ce sujet qui est complètement différent. J'ai également placé un message dans l'objet storage de la session. Le message c'est Hello Demo. Et ce code n'est pas terminé et donc je vous propose de le terminer ensemble. Je génère maintenant un OTP correspondant à cette session. Pour cela, on a une nouvelle fonction createOTP sur l'objet session. Le but de cette démo, c'est que cette fonction doit renvoyer un lien vers la page de démo sur laquelle on travaille et lorsque nous exécuterons ce lien dans un autre navigateur, eh bien cette session actuelle où le lien a été généré sera récupérée. Donc je copie-colle l'URL de la page et on va créer ce lien. Donc on travaille en localhost et donc ce lien correspond donc bien à la page de démo. Et pour récupérer cette session, j'ajoute un paramètre. Et ce paramètre, c'est $4DSID et sa valeur, c'est l'OTP de session qui a été généré à la ligne précédente. Pour faciliter la démo, je copie ce lien dans le presse-papier, c'est juste pour la démo. Et enfin, ce lien est renvoyé comme résultat par la fonction. Sur la page Codely, si on retourne sur la page, on voit que ce résultat est mis dans la source result, qui est une source de données de la page, et cette source est affichée sur la page dans ce composant texte. Donc si on reteste la page, maintenant je clique sur le bouton, voici le lien résultat, et maintenant j'ouvre un autre navigateur, Safari par exemple. Je pourrais également ouvrir une fenêtre de navigation privée dans le même navigateur. Et je vais copier-coller ce lien, puisque souvenez-vous qu'on l'a copié dans le presse-papier, mais avant cela, on va vérifier ce qui se passe quand la page de démo est chargée. Donc je sélectionne la page et j'ouvre le panneau contextuel. On voit que la fonction getSessionInfo du singleton utilities est appelée quand la page est initialisée. Donc si on va jeter un coup d'œil sur cette fonction, donc dans 4D, j'ouvre le singleton utilities. Cette fonction renvoie tout simplement le message placé dans la session et je place un point d'arrêt. De retour sur la page, on voit que ce résultat est placé dans une autre source, info, et cette source est également affichée ici dans le composant texte sur la page.
Donc, si on revient à la démo, donc dans le deuxième navigateur, donc dans Safari, cette fois-ci, je colle le lien et on va voir ce qui se passe dans le code. Donc, si j'ajoute l'objet session dans le débugger, eh bien, on voit que la session où j'ai généré l'OTP est récupérée. On a bien le message Hello Demo. Donc, si on continue avec le test de la page, donc on voit que notre session a bien été récupérée avec son message Hello Demo. Et elle a été récupérée parce que j'ai mis ce paramètre $4DSID dans l'URL et ce paramètre contient la valeur de l'OTP qui correspond à la session que je souhaite récupérer. C'est donc la fin de cette courte démo. Je vous laisse bien sûr réfléchir à tous les possibles cas d'utilisation de cette feature dans vos applications web. Merci d'avoir assisté à cette démo. On va passer au déploiement. Alors, pas beaucoup de nouveautés pour le déploiement. Il y a une nouveauté importante, hein. À partir de macOS Sequoia, Apple utilise maintenant le UUID d'une application et non plus seulement son nom pour gérer les autorisations de confidentialité et de sécurité telles que l'accès au réseau local, par exemple. Alors, auparavant, toutes les applications 4D construites, buildées, partageaient le UUID du 4D Volume Desktop ou du 4D Server. Et ça posait des problèmes, hein. Si plusieurs applications avaient un même UUID, macOS confondait leurs autorisations. Alors, désormais, avec 4D 20 R9, ce problème il fait partie du passé. Chaque application 4D buildée obtient désormais son propre UUID unique généré automatiquement en fonction de l'ID de l'application et de la version source de 4D. Vous n'avez aucune action à faire, c'est entièrement automatique et c'est compatible avec Build 4D. Si vous avez un cas d'utilisation avancé, vous pouvez toujours lire et modifier ces UID en utilisant des fonctions getAppInfo, setAppInfo qu'on vous met à disposition. Donc, vous avez comme ça un contrôle total en cas de besoin. Voilà, vos applications, elles sont désormais donc plus sûres, plus prévisibles, mieux intégrées au système de sécurité de macOS sans que vous ayez a priori à modifier quoi que ce soit dans votre flux de travail. Voilà, on termine sur le déploiement. Alors, travailler avec 4D View Pro signifie souvent importer des documents complexes. Beaucoup d'entre eux comprennent des fonctions personnalisées. Alors, le challenge, souvent, c'est de savoir quand l'exécution de toutes ces fonctions sont terminées avant de passer à des actions telles que l'export, l'impression ou l'enregistrement. Dans 4D20R9, donc les commandes d'importation, donc VP import document, import from blob, from object, elles vont maintenant retarder leur callback jusqu'à la résolution de ces fonctions personnalisées. Cela signifie que maintenant, vous bénéficiez d'un timing bien plus fiable. Lorsque votre callback s'exécute, eh bien, toutes les formules sont déjà terminées. Ça fonctionne parfaitement pour les zones hors écran, en particulier donc pour des flux de travail automatisés. Ça va vous permettre de déclencher les exportations uniquement lorsque le document est entièrement prêt. Ça s'applique également aux commandes VP Flush, qui prend désormais en charge une formule de rappel, une callback déclenchée après ces calculs asynchrones. Voilà, vos flux de travail 4D View Pro, ils sont désormais plus prévisibles, prêts pour la production, en particulier lorsque vous travaillez avec des documents contenant des calculs dynamiques, personnalisés, complexes. Et on va passer à l'IA. Donc, je vais laisser Bérangère vous présenter les nouveautés sur l'IA. À toi, Bérangère. Alors, aujourd'hui, on n'avait pas de section dédiée à CAD Pro parce qu'en fait, CAD Pro a quand même reçu un ajout majeur dans 4D20 R9 avec son nouvel assistant d'écriture. Alors, pour nous, c'est l'occasion aussi de partager avec vous la rediffusion du webinaire de Roland Lanuzel qui détaille toutes les nouveautés de 4D Pro depuis 4D20. Cette session couvre également l'assistant d'écriture que nous allons vous présenter également aujourd'hui. Alors, quand on rédige un document, eh bien, maintenant, on a la possibilité d'avoir un petit assistant
une nouvelle fonctionnalité avec 4D20R9, puisque nous intégrons désormais ce petit assistant d'écriture qui est alimenté par l'IA. Donc directement dans votre éditeur de documents, dans l'interface 4D Write Pro. Que vous ayez besoin de reformuler, de corriger, de résumer ou de traduire, vous allez pouvoir utiliser l'IA pour vous aider en temps réel, directement dans l'environnement 4D, donc vous, développeurs, ou vos utilisateurs. Pour l'activer, il faudra simplement définir une clé d'API OpenAI à l'aide de la commande W7 AI Key. Une fois configuré, un petit bouton IA apparaît dans l'onglet Import-Export de Cadre Pro pour vous donner un accès instantané à ces nouveaux outils d'intelligence artificielle. Alors, vous pourrez discuter avec l'intelligence artificielle pour générer des nouvelles idées, corriger de la grammaire, reformuler. Voilà. Vous pourrez également utiliser des prompts, des demandes prédéfinies, telles que résume-moi ce texte, est-ce que tu peux me traduire cette partie du document, etc. Est-ce que tu peux vérifier la grammaire? Ou vous pourrez aussi choisir comment insérer la réponse faite par l'intelligence artificielle dans votre document Cadre Pro. Est-ce que vous voulez une insertion brute dans votre document, stylisée, ou alors simplement copier la réponse dans le presse-papier. Et vous pourrez accéder aussi à un historique des requêtes pour vous permettre de revenir facilement sur des demandes ultérieures ou pouvoir analyser des réponses passées. En bref, alors, pourquoi est-ce que quel intérêt d'utiliser en fait cet assistant d'écriture directement dans Cadre Pro plutôt que d'utiliser un chat GPT par ailleurs? En fait, le principe, c'est que tout soit dans le même environnement pour vous et pour vos utilisateurs. Encore une fois, on n'a plus besoin de switcher d'une application à une autre. Donc, vous pouvez interagir directement avec, en plus, votre document Cadre Pro. Pas besoin de faire de copier-coller spécifiquement. Vous ne perdez pas le format, le format de votre texte. Et encore une fois, ce n'est que le début, puisque dans les futures améliorations de cet assistant, euh, on permettra aussi d'autres interactions avec les documents Cadre Pro. En bref, c'est un peu plus quand même qu'un chat GPT dans un document. C'est vraiment un assistant qui est entièrement intégré, conçu pour les développeurs et les utilisateurs de vos applications 4D pour rendre les processus d'écriture encore plus rapides, plus intelligents et plus faciles. Vanessa nous a préparé une petite démo justement sur ce petit assistant. Bonjour à tous, nous avons intégré un assistant d'écriture dans Cadre Pro basé sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez ainsi générer du texte, reformuler une phrase ou vérifier la grammaire de votre document. Dans la barre d'outils, la fonctionnalité se trouve dans l'onglet Import-Export. Pour activer le bouton, vous devez renseigner votre clé OpenAI à l'aide de la méthode du composant WP7AI Key. Voilà, maintenant le bouton est visible. Donc voici notre fenêtre de chat. Donc dans le prompt, nous allons taper peux-tu m'écrire un exemple de cahier des charges pour une rénovation d'école. Envoyer. Donc voici la réponse qui s'affiche. Alors, les différents boutons qui sont ici vous permettent d'insérer le texte dans la zone Write Pro, soit au format brut, soit au format stylé. Vous pouvez également copier le contenu dans le presse-papier, dans les deux formats, brut ou stylé. Donc, insérons dans notre document au format stylé. Voici le résultat. Retirons. Voilà. Maintenant, vous avez ici
une liste de prompts préconfigurés qui vous permet de résumer, traduire, reformuler ou vérifier la grammaire. Donc nous retournons dans notre document, prenons par exemple ce paragraphe, je reviens dans ma fenêtre et je lui demande de reformuler la sélection. Voilà, donc nous avons un prompt un peu plus détaillé qui s'écrit. Voilà une nouvelle proposition pour ce paragraphe, donc sélectionnons la proposition et je l'insère dans le document. Donc on voit qu'on a bien remplacé la zone sélectionnée. Dernière fonctionnalité intéressante, nous allons voir, il s'agit de l'historique. Vous pouvez facilement revenir sur les demandes précédentes et les sélectionner pour pouvoir les réintégrer. Voilà. Maintenant, c'est à vous et à vos clients de jouer avec. Merci Vanessa. Alors pour la suite des sujets concernant l'IA, nous vous présentons aujourd'hui le nouveau composant 4D AI Kit, qui est un nouveau composant qui permet d'intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle directement dans vos applications 4D. Avec seulement quelques lignes de code, vous pourrez apporter des fonctionnalités alimentées par l'IA, comme le marquage d'images, la génération de contenu, de textes, d'images, etc. La modération, éventuellement, de l'analyse, de la vision directement dans votre application. Et pour cela, pas besoin d'outils externes autres que le composant. Alors, le composant AI Kit est en fait un support multifournisseur puisque il ne sera pas limité à OpenAI. Donc, je parle du composant qui vous aide à écrire du code avec intelligence artificielle. Hein. Je ne parle pas du composant de l'assistant Kadaraid Pro. Mais voilà, OpenAI Kit sera donc pas limité à OpenAI seulement, mais avec n'importe quel fournisseur de services qui aurait des API basées et sur le même schéma que celle d'OpenAI. Alors pourquoi utiliser ce composant AI Kit à l'intérieur de 4D, encore une fois, plutôt que des scripts ou des plateformes externes? Eh bien, c'est que parce que tout est intégré de manière native en fait dans 4D. Vos flux de travail d'intelligence artificielle s'exécutent, encore une fois, dans la logique, dans l'interface utilisateur et dans le contexte de 4D. Donc, vous bénéficiez également d'un contrôle total sur l'exécution, sur ce que les utilisateurs vont pouvoir entrer comme données en entrée pour l'intelligence artificielle et puis sur le traitement des données. Et vous pourrez également plus facilement faire évoluer et sécuriser l'utilisation de l'API pour avoir des expériences utilisateurs quand même plus réactives. Dans ce composant, on a directement 30 classes qui sont prêtes à l'emploi. Donc, vous pouvez commencer à construire et à imaginer des cas d'utilisation réels dès maintenant. Et nous allons voir d'ailleurs par la suite une démo avec des exemples assez intéressants. Alors encore une fois, ce n'est que le début, c'est-à-dire que le composant AI Kit est là pour booster vos applications avec l'IA, mais cette fonctionnalité va encore être améliorée et évoluer dans les prochaines versions. Donc vous pouvez vous attendre tout de suite à des améliorations majeures très bientôt. Pour cela, vous démontrez cela. David nous a préparé une très très belle démo et je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, je vous propose maintenant d'aborder un sujet qui fait pas mal l'actualité en ce moment, qui est l'intelligence artificielle, et comment intégrer tout cela dans vos développements 4D. Donc, nous allons voir ensemble comment le nouveau composant KDE Kit vous permet d'intégrer des fonctionnalités d'IA assez puissantes dans vos applications 4D. Donc, tout d'abord, iKit, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un composant intégré à 4D qui vous donne un accès direct au modèle d'OpenAI. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne se limite pas uniquement au modèle d'OpenAI.
On peut également interroger d'autres fournisseurs d'IA qui utilisent des formats d'API compatibles avec celui d'OpenAI. Donc on a Qwen, DeepSeek par exemple qui font l'actualité en ce moment. Donc pour résumer, grâce à ce composant, vous allez pouvoir facilement intégrer des fonctionnalités telles que la génération de texte, l'analyse d'images, la création de contenu visuel, la modération en temps réel, entre autres. Donc voilà, on a un certain nombre de choses assez intéressantes qui nous permettent de faire évoluer des applications à un niveau plus élevé. Donc, je vous propose maintenant de voir un cas d'usage concret pour illustrer toute la puissance d'iKit. Donc imaginez par exemple que vous disposez d'une base de données d'images à taguer dans votre application afin de rendre la recherche rapide, intuitive. Voilà, c'est une tâche du coup qui pourrait prendre un certain nombre d'heures, voire de jours, si elle est effectuée manuellement. Et donc avec iKit, c'est quelque chose qui est entièrement automatisé. Donc l'image est analysée à l'aide d'un modèle de vision, donc proposé notamment par OpenAI. Et l'API nous retourne donc une série de mots-clés pertinents et on vient les appliquer comme tag à nos images. Donc je vous propose de voir tout cela en action avec une application démo. Donc j'ai ici, voilà, qui s'appelle Simple Tag, donc c'est assez parlant. Donc on voit ici qu'on a un certain nombre d'images qui sont déjà disponibles. Voilà. Chaque image est déjà taguée, donc avec un certain nombre de mots-clés. Et ici, donc, on a le top 6 des mots-clés, donc des tags par image. Voilà, même si on a d'autres tags qui sont générés, qui ont été cachés pour éviter de surcharger l'écran. Donc voilà, on a donc tout ça qui est disponible. Et on va bien évidemment pouvoir faire des recherches ici. Si par exemple, je cherche des images avec des couleurs sympathiques, voilà. Et puis, on peut également cumuler avec 2 tags ici. Donc voilà, il me reste une image qui représente un jeu avec des couleurs vives. Voilà. Donc ici, ce qui nous intéresse quand même, c'est de voir comment on va pouvoir taguer les images. Donc j'arrive ici sur mon écran d'ajout. Donc on a ici 3 petits boutons. Avec le bouton où on vient ajouter l'URL d'une image. Ici, on va venir chercher sur le disque une image. Et ici, c'est la petite surprise de tout à l'heure. Donc ici, donc URL. Donc j'ai pris le soin de sélectionner une belle image qu'on a ici, très colorée, très sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est copier cette URL ici, hop. Et donc je vais cliquer sur le petit bouton qui va me permettre de générer voilà, un certain nombre de tags. Donc on a bien l'image qu'on a voulu ajouter, les mots-clés qui sont générés, donc tout ça bien sûr est ajouté en base, et on verra ça donc tout à l'heure ensemble. Ici on va tester également avec l'upload d'images, donc depuis une image sur disque. Donc de la même façon ici on vient générer nos mots-clés. Donc c'est assez rapide hein, ici vous voyez, donc on a bien l'image avec les mots-clés qui sont générés. Et donc iPicture, donc ça c'est assez particulier, ici on va pouvoir donc ajouter un prompt. Donc on ajoute un prompt, ça va nous générer une image, et dans la foulée, ça vient interroger l'API pour pouvoir ensuite générer les mots-clés. Donc j'ai préparé un petit prompt, voilà en anglais, je suis désolé, mais voilà, que je vais venir copier ici. Voilà, donc une tasse de café placée devant une fenêtre pendant une journée orageuse, voilà, et on va voir ce qu'il va nous générer ici. Donc il nous génère à la fois image, et puis ensuite il va faire l'analyse pour nous sortir des tags qui vont bien avec l'image. Donc on a une belle tasse de café ici qui est générée, donc on a bien les éclairs, on a tout ce qu'il faut, et avec ici donc tous les mots-clés qui ont été générés en fonction de ce qui était vu, donc avec le modèle vision d'OpenAI sur l'image. Voilà, et donc on peut retourner évidemment ici sur l'onglet Search pour voir que nos images ont bien été générées. Donc on a bien la tasse de café avec les mots-clés qui vont bien. Et donc voilà nos 3 images qui ont bien été générées et ajoutées en base ici. Donc, je vous propose maintenant de jeter un œil rapide au code. Alors donc ici,
Donc vous voyez, plutôt simple avec le composant. Donc c'est 4 lignes de code ici. Donc d'abord, on crée une nouvelle instance du client OpenAI avec la clé d'API ici. Ensuite, je définis le prompt envoyé. Donc je demande entre 10 et 20 mots-clés séparés par des espaces sans texte additionnel. Et puis j'envoie l'image avec le modèle vision et le prompt. Et enfin, ici, je viens extraire mes mots-clés à partir de la réponse de l'IA pour ensuite associer mes mots-clés à mes images. Donc vous pouvez retrouver évidemment cette démo complète sur GitHub si vous le souhaitez, et pour faire vos expérimentations de votre côté, voilà, générer vos tags et vos images avec cette application. Donc je vous propose de voir une toute nouvelle démo sur la modération automatique de contenu. Voilà, donc je vais fermer ça. Et donc ici, je viens ouvrir une autre application, modération. Je lance Codely. Donc voilà, ici on a également une application réalisée avec Codely. Et donc ici, on peut imaginer du coup une interface de forum ici, où Élise nous pose une question très pertinente, savoir si le système peut détecter du contenu inapproprié. Voilà, donc, et on va voir que si quelqu'un lui répond poliment et lui dit yes, of course, tout va bien. Donc on va voir ici Marie Durand, dont la réponse a été validée comme étant du contenu approprié. Et on a quelqu'un de très énervé sur le forum qui va répondre, voilà. Donc on va voir ici que Luc Moreau a été un petit peu brutal dans sa réponse, et que donc ici le contenu a été flagué comme étant inapproprié. Et donc, comme vous l'avez constaté, c'est assez immédiat, assez rapide dans le traitement. Donc c'est une fonctionnalité qui est quand même assez puissante et qui peut vous permettre voilà, de présenter du contenu approprié à vos utilisateurs. Donc de la même façon ici, je vais vous proposer voilà, un petit peu de code. Voilà, rapide, hein, vous voyez, c'est vraiment 3 lignes avec le composant, c'est très facile, très rapide et très efficace. Donc ici, je crée une nouvelle instance du client OpenAI avec ma clé API. Ici, j'envoie le commentaire du forum au endpoint de modération de OpenAI. Et ensuite, je vérifie ici si le contenu est flagué ou pas. Voilà, donc avec un booléen, ce qui me permet d'afficher ici les petites couleurs qu'on a ici, verte et rouge, en fonction de la nature du contenu. Voilà. Donc en 3 lignes de code ici, vous pouvez protéger vos utilisateurs et afficher du contenu modéré. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, iKit s'adapte à voilà, des cas d'usage plutôt intéressants et se révèle assez puissant. Voilà quelques idées de ce qu'on peut faire avec le composant. Donc c'est du traitement de facture, avec par exemple de l'extraction de données clés et de la catégorisation. Ça peut être de la gestion de stock, ça peut être du support client avec du chat, ça peut être de la traduction et de la localisation. Voilà, c'est des choses qui se font assez facilement avec le composant en sollicitant les différents endpoints de l'API. Donc, pour résumer, le composant 4D iKit est pleinement intégré dans l'environnement 4D, donc ça facilite l'ajout de fonctionnalités d'IA à tous vos projets. On a la possibilité d'interroger plusieurs fournisseurs d'IA, donc on n'est pas bloqué sur un OpenAI, on peut aller chercher d'autres fournisseurs qui adoptent les mêmes formats. Et on a un composant avec une dizaine de classes prêtes à l'emploi qui sont mises à disposition pour accélérer le développement pour de nombreux types d'applications. Voilà, ici on a vu, pardon, excusez-moi,
On a vu la classification et le tag d'images pour faciliter la recherche. On a vu la modération et voilà, j'ai évoqué tout à l'heure différents types de scénarios qui peuvent assez bien, je pense, s'intégrer à vos applications. Voilà, donc j'espère que cette partie IA et AI-Kit vous a plu. Et j'espère que vous pourrez très prochainement intégrer donc un peu d'intelligence artificielle dans toutes vos applications. Voilà, je vous remercie. Merci David. Juste pour précision, donc c'est un composant qui est écrit en pur code 4D. Simplement, tous les appels à l'API, au format, du moins de l'API OpenAI, après vous choisirez votre propre fournisseur, mais si vous voulez, on a écrit dans ce composant déjà toutes les fonctions, toute la gestion des erreurs et tout l'appel aux API. Donc ça, c'est cadeau. En revanche, c'est pas ce composant qui va traiter, enfin qui va faire lui-même, si vous voulez, les traitements, les analyses et ce genre de choses. Le composant se charge d'aller appeler des API externes. Voilà. Donc c'est tout du code qui vous est offert dans ce composant qui est disponible sur GitHub. De toute façon, vous aurez toutes les infos dans les blog posts, les articles de blog. Voilà pour ça. Il nous reste un petit sujet quand même sur l'IA et pas des moindres. Mathieu, je te rends la parole. On va terminer encore, on va rajouter un petit élément sur le sujet de l'intelligence artificielle. Euh, alors, vous avez peut-être déjà entendu le terme de vecteur dans le contexte de l'intelligence artificielle, si vous avez un peu creusé le sujet, ou en tout cas autour des sujets de traitement du langage sémantique. On ne va pas rentrer dans des détails techniques aujourd'hui, mais l'idée principale, hein, c'est qu'un vecteur va aider à comparer des choses complexes, comme des mots, des documents, ou des notions élaborées, comme, je ne sais pas, un profil utilisateur, par exemple. Ceci de façon intelligente et mathématique. Chez 4D, actuellement, on travaille sur un nouveau type d'objet pour faciliter ce type d'analyse et l'intégrer dans vos applications. Alors, à l'écran, vous avez un lien, mais on va vous le repartager dans le chat. Euh, c'est le lien du replay du 4D méthode du 29 mars dernier, où on a présenté avec Damien et Mohamed Idrissi non seulement le sujet globalement de comment utiliser VS Code avec 4D, mais surtout on a conclu, comme on a beaucoup parlé d'IA, on a conclu sur comment nous imaginons chez 4D l'avenir du sujet de l'IA dans 4D, c'est-à-dire de comment utiliser des vecteurs pour exploiter vos données à travers de l'intelligence artificielle. Donc ça ira beaucoup plus loin que tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui. On en verra beaucoup prochainement dans nos prochains webinaires. Voilà, mais c'était juste pour titiller votre curiosité. Je vous invite à aller regarder comment dire, ce replay pour en savoir davantage. Voilà. Eh bien, on arrive au bout de cette session. Bonne journée. Au revoir à tous.